Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Éric Lequelennec. Vous êtes associé chez Flichy Granger Avocat. Bonjour Éric. Bonjour Maya, Bienvenue sur ce podcast. merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Éric, vous êtes spécialiste en droit numérique. Vous accompagnez tous vos clients dans leurs projets de transformation numérique. Vous avez également participé à la création du 14e pôle numérique RGPD et IA. Vous co-animez la commission ouverte droit et éthique de l'IA. Vous êtes également référencé dans plusieurs classements nationaux et internationaux et vous occupez plusieurs mandats d'expert et de vice-président dans des instances européennes et professionnelles, CCBE et clubs d'IPO. Très bien dit. Eh bien, parfait. J'ai une première question à vous poser. Vous vous y attendez forcément, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Forcément, le goût de la diversité des clients, diversité des dossiers, mais aussi des juridictions dans lesquelles on peut intervenir puisque nos clients opèrent de manière internationale. Et tout ça fait que combiné à l'indépendance, qui est quand même au cœur de cette profession d'avocat, ça permettait finalement d'avoir plusieurs métiers en un. Et comme parfois c'est difficile de faire des choix dans la vie, spécialement quand on est étudiant, il m'a semblé que la profession d'avocat offrait le maximum de choix. Pour être très franc, quand je me suis inscrit à la fac de droit, je pensais devenir magistrat. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que cette multiplicité, diversité de pratiques qu'offre le métier d'avocat, et pas simplement finalement entre le conseil et le contentieux, c'est vraiment ce qui m'a motivé et me motive encore. J'adore apprendre, j'apprends tous les jours. C'est sans doute le plus beau métier du monde. C'est vrai, et j'entends souvent, c'est un métier qui demande vraiment un éveil constant, en fait, surtout pour rester déjà au courant des multiples lois qui sortent. Et j'ai choisi, comme vous l'avez parfaitement introduit, une activité qui nécessairement suit la technologie qui évolue en permanence. Quand je me suis intéressé à l'intelligence artificielle, on était sur des systèmes experts il y a maintenant une quinzaine d'années. Là, c'est l'IA générative qui est finalement au plein cœur de l'actualité. On parle maintenant des agents IA. Donc juste sur cet exemple-là, on voit bien que la technologie évolue, que les enjeux juridiques associés évoluent aussi. Mais vous ne l'avez pas dit, ça fait 20 ans maintenant que je suis avocat. Et on se rend compte quand même avec un petit peu de recul que la force aussi de l'avocat, c'est de revenir aux bases et de poser des questions très simples qui, face à cette technologie finalement qui évolue tout le temps, permet parfois aussi de revenir à l'essence même des sujets à traiter et simplifier aussi la tâche de nos clients, puisqu'on ne le dira jamais assez, l'avocat, c'est d'abord celui qui doit trouver des solutions. C'est vrai, et être un bon pédagogue pour bien former aussi ses clients sur leurs différents sujets. Mais on est un bon pédagogue précisément que si on comprend bien la donnée et les éléments de fait. Et c'est ça qu'on oublie peut-être dans cette profession, c'est que nous ne sommes pas que des techniciens du droit. Et d'ailleurs, un avocat ne pourrait pas se le permettre. Il doit d'abord comprendre le métier de son client, ses activités, pour ensuite faire ce travail d'analyse juridique, de qualification plus précisément, et trouver finalement les bons fondements juridiques qui ne sont pour moi qu'un point de départ. Ensuite, on construit un raisonnement, on détermine évidemment une stratégie et des objectifs à atteindre. Encore une fois, c'est vrai aussi bien en conseil qu'en contentieux. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers cette spécialité-là ? Alors, un attrait pour le numérique, puisque avant même de réfléchir à devenir juge, peut-être avant de devenir avocat, j'ai toujours été passionné par le numérique. Et moi, j'ai vécu une petite révolution qui va en faire sourire beaucoup. C'est le passage finalement à Windows 95. C'était les premières interfaces informatiques un peu user-friendly, ce qui changeait de tout ce qu'on avait connu par le passé. Et finalement, de ce point de vue-là, je me suis dit, mais c'est génial, c'est la porte ouverte en plus au web qui est arrivé quelques années après. Et toute finalement, cette révolution technologique m'a amené à beaucoup m'intéresser aussi au langage informatique, à tout le développement qu'on pouvait faire derrière. Et oui, très sincèrement, c'était pour moi très compliqué de choisir mon orientation entre le numérique ou des études de droit. Et finalement, la culture familiale, mais aussi le fait de ne pas s'enfermer, comme je le disais, simplement dans une voie, m'a amené à plutôt préférer le droit et ce métier d'avocat. Mais basiquement, je pense que
sans cet attrait pour les nouvelles technologies, et y compris, j'ai envie de dire, le back-office, donc ce qui parfois est un petit peu ingrat en termes de langage informatique, de comment il se structure, code objet, code source et j'en passe, qui fait que dans ma pratique, finalement, je m'éclate, puisque il y a toujours cette dominante technologique dans laquelle il faut bien sûr rentrer pour accompagner au mieux ses clients. Ça doit être challengeant de commencer des études avec le droit du numérique qui a pris une ampleur de plus en plus importante, mais en fait vous avez dû faire vos études aussi en même temps que l'évolution de ce droit-là. Donc, précisément, et je dois dire qu'il y a maintenant 25 ans, il y avait très peu de cours sur le sujet en France, ce qui m'avait amené d'ailleurs à choisir d'aller à Ottawa. Alors il faut savoir qu'Ottawa, c'est la Snow Valley. Voilà, c'est le pendant de la Sun Valley aux States, et énormément donc, de start-up encore aujourd'hui, qui fait qu'il y avait déjà à l'université d'Ottawa, où j'ai la chance d'étudier, des cours de droit de l'Internet et de propriété intellectuelle dans le numérique, qui m'ont très tôt amené à rentrer sur ces problématiques, m'y intéresser, avec des profs qui ont vraiment été pour moi des sources d'inspiration. Je pense à Michael Geist avec la théorie du targeting pour savoir quel droit doit être appliqué sur le web, mais aussi Vincent Gautret sur des aspects de droit civil et d'arbitrage en ligne. Tout ça fait que typiquement, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans cette matière, de le développer et ensuite de rencontrer aussi des acteurs du numérique en France qui m'ont aidé à m'investir, et rencontrer aussi des avocats qui m'ont permis très très tôt de faire des stages et finalement d'avoir un parcours professionnel pour le coup assez linéaire, puisque je n'ai jamais rien fait d'autre que du droit du numérique. Et vous m'avez évoqué donc, le fait que vous avez fait quelques stages forcément. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui, votre association chez Flichy? Oui, étonnamment, j'ai démarré en région, au barreau de Rennes. Donc évidemment des stages dans des cabinets de petite taille, mais qui avaient déjà cette particularité de s'investir et de développer le droit du numérique. Puis un cabinet interrégional, enfin un cabinet national basé à Paris, avec un très fort rayonnement et un positionnement, j'avais envie de dire, de pionnier sur le numérique. Et enfin, jusqu'en février de cette année, un cabinet international qui développait une vision cross-border du sujet. Mais tout ça m'a fait beaucoup évoluer, j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé finalement depuis cette première journée de stage jusqu'à cette année. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut savoir aussi dans une carrière faire des choix et privilégier son développement, ce qui m'a amené donc à rejoindre le cabinet Flichy Granger, qui m'a offert justement cette opportunité de développer mon propre pôle du numérique, RGPD et IA, dans une structure plus peut-être spécialisée, puisque c'est un cabinet très connu sur le droit du travail et des relations sociales, avec cette idée que justement le numérique, à un moment donné, ça s'applique aussi en entreprise, sur le terrain, avec des acteurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de bien gérer ces problématiques. Et c'est justement par mon expérience, pour le coup, cross-border, mais aussi multi-approche, multi-acteur, puisque je me suis beaucoup intéressé aussi au contract management, que là, typiquement, aider le DRH à transformer numériquement ses activités, gérer l'IA, qui est quand même considérée à haut risque, tout ça, ça m'offre un boulevard pour finalement, bien entendu, développer au mieux et faire profiter finalement le client de la plus-value qui est celle de toute mon expérience, tout en gardant bien sûr évidemment mes clients historiques, puisque dans la vie de tout avocat, heureusement, au fur et à mesure des années, on a ses clients, on les garde, c'est ce qui vous fait progresser et grandir. Mais là, j'avais un très beau challenge qui s'offrait à moi. Et vraiment, cette vision à la croisée des chemins entre droit du travail, relations sociales et numérique m'a vraiment tout à fait enthousiasmé. Et je suis très fier et très heureux de rejoindre ce cabinet. On va revenir après justement sur l'étendue de vos missions, cette prise de poste chez Flichy. Moi, j'aimerais revenir un petit peu avant sur le dernier cabinet dans lequel vous étiez. Comment s'est passée votre association? Puisque vous savez que c'est un podcast qui a vocation à mettre en avant l'aspect entrepreneurial. Moi, j'aimerais bien savoir justement quels ont été pour vous les grands bouleversements, on va dire, de cette prise d'association dans un cabinet. Quels étaient les enjeux, les difficultés auxquelles vous êtes heurtés, enfin,
voilà, surtout dans un cabinet international comme ça. Alors, les cabinets internationaux sont à la fois très structurés, mais vous laissent une grande liberté d'action et de rayonnement multi-juridiction. Et ce qui est formidable, c'est que finalement, vous avez des équipes locales, mais aussi des équipes centrales. Et en fonction justement des objectifs que vous fixez, alors généralement pas individuellement, vous travaillez avec d'autres associés, vous arrivez avec le support des équipes en business développement, ce qu'on appelle aussi les équipes BD, et bien précisément à participer à des pitchs internationaux, défendre tout particulièrement vos compétences et à les valoriser de manière dans aucun cabinet français, sauf peut-être Clichy-Granger, ne peut faire assez spontanément, puisque c'est dans la culture aussi anglo-saxonne de parfaitement savoir se vendre. Vous savez, il y a des émissions où on vous parle de home staging, et ben, à un moment donné, l'avocat, il doit savoir aussi se présenter sous son meilleur jour, défendre sa pratique, et là, c'est remarquable. Enfin, c'est une bonne école pour ça. Effectivement, qu'il y a une grande maturité, et c'est ces retours d'expérience-là qui vont évidemment, encore aujourd'hui, et je pense jusqu'à la fin de ma carrière, énormément me profiter. Je pense aussi que ces grands cabinets ont une avance nécessairement sur l'intelligence artificielle dans les outils, mais qui ne sont pas utilisés que précisément pour la production de l'avocat, mais aussi sur ses fonctions marketing, business développement. Et là aussi, ça permet typiquement de se dire, l'avocat, très bien, il traite ses dossiers, il doit gagner en productivité, mais il doit aussi savoir se saisir de tous ces outils. Et sachez que dans le cadre de la commission droit éthique de l'IA, on a déjà eu un intervenant, Pierre-Xavier Chomac de Sasse, pour ne pas le citer, qui partageait aussi sa connaissance de l'intégralité des outils disponibles pour favoriser la communication de l'avocat en ligne. Il faut s'en saisir, il ne faut pas laisser qu'au grand cabinet ces outils. Et d'une certaine manière, l'IA, c'est ce qui permet aussi de rééquilibrer les approches selon le type de structure. Alors, on parle toujours de la fracture numérique. Moi, je pense quand même que les outils d'IA, utilisés à bon escient, précisément réduisent cette fracture et donnent à un grand nombre d'avocats de nouvelles opportunités, de nouvelles chances. Il s'agit juste de se dire, les choses évoluent, il faut rentrer dans les nouveaux modes de communication. Évidemment, emprunter les mêmes codes et les mêmes moyens de communication de ses propres clients. Il n'y a que comme ça qu'on peut être en phase et répondre typiquement à un besoin. Et donc, je comprends bien que ces cabinets internationaux soutiennent dans la phase de BD, ils vous apprennent justement à vous vendre, vous présenter, etc. Du coup, ces fonctions d'apporteur d'affaires qu'on attend de vous lorsque l'on devient associé, ça a été une transition assez fluide du statut de collaborateur, conseil jusqu'à association. Vous avez senti peut-être à un moment une friction? Je pense qu'on ne peut pas s'épanouir dans cette profession d'avocat si on n'a pas précisément cette fibre un peu commerciale. Oui. Et j'avoue, de tout petit, j'adorais faire du théâtre, j'adorais effectivement, d'ailleurs, à l'école d'avocat de Rennes, il y avait des cours de théâtre super, ça me fait repenser. Mais typiquement, à un moment donné, c'est dans cette communication et le fait aussi que dans les interactions avec les clients, on écoute. Et moi, je crois beaucoup aussi à l'empathie. On parlera peut-être aussi de la communication non violente sur d'autres sujets, mais c'est cette empathie qui fait qu'à un moment donné, le client qui vient vous voir sur un besoin comprend qu'en réalité, pour répondre à son besoin, il y a peut-être des étapes en amont, mais aussi en aval, qui nécessitent d'être traitées. Pour illustrer mon propos, je pense que sur la RGPD, par exemple, tout le monde se dit « il faut absolument que sur mon site internet, j'ai une privacy notice, comme on dit en anglais, une politique de confidentialité et une bannière cookie. Mais la première chose que j'explique à mes clients, c'est que finalement, ces documents qui sont évidemment indispensables pour un site internet conforme au RGPD ne devraient être l'aboutissement qu'une réflexion déjà sur mon site internet, à quoi il sert, de quoi j'ai réellement besoin pour interagir avec mes propres clients et, en définitive, donner de la valeur aussi à ces outils technologiques pour son activité, ce qui ensuite permet d'engager cette réflexion en termes de conformité qui permettra, en effet, d'avoir non seulement les documents en question, mais un registre des traitements qui soit les mêmes fidèles à cette réalité technique et qui permettra concrètement, finalement, à mon client d'avoir une bonne base de réflexion pour continuer d'évoluer dans son propre métier. Et c'est ça aussi peut-être la plus-value de l'avocat, c'est en même temps finalement qu'il doit faire du commercial,
il apporte aussi certainement un conseil à son client et le fait réfléchir lui-même sur son propre métier. Pour en revenir au RH, lorsque j'ai la chance d'intervenir sur des changements de logiciels de gestion du personnel, c'est aussi par rapport à certains process RH, certains indicateurs de performance, que l'avocat, en même temps qu'il va évidemment négocier le contrat SaaS avec un des éditeurs concernés, apporter toute son expertise, son savoir-faire, ses retours d'expérience qu'il a eu nécessairement avec d'autres clients pour faire grandir son propre client. Donc je pense qu'on doit lier expertise, approche commerciale et c'est dans ce partenariat de confiance qu'on avance. Mes plus vieux clients, moi, ils ont 20 ans, donc exactement l'âge voilà, de début de ma fonction et finalement aussi de cette volonté de ne pas rester non plus dans l'approche purement productiviste de j'ai une notice d'information à faire, je l'ai faite, merci, au revoir, next. Oui, là, ce n'est pas la vision qu'on doit avoir et surtout avec les outils qui, qu'on le veuille ou non, vont vous faire la notice d'information toute seule. Si vous vous contentez de cette approche productiviste du métier d'avocat, non seulement vous privez de cette relation de confiance et dans la durée, qui est tout à fait d'ailleurs mise aussi en avant dans les cabinets internationaux qu'on évoquait, je veux dire, la notion de trusted advisor et de partenaire finalement de vos clients est au cœur aussi de cette approche anglo-saxonne qui malheureusement est peut-être pas, alors je sais que tout évolue et heureusement les écoles d'avocats ont des cours aussi de marketing dans le parcours du tronc commun initial, mais ça veut dire quand même que c'est un changement d'état d'esprit qui s'infuse certes en France, peut-être encore trop lentement. Et en tous les cas, moi, si je devais, à mon moindre et modeste niveau, me reconnaître quelques mérites, c'est quand même celui d'avoir eu très tôt cette fibre commerciale et de comprendre la relation entre, bien sûr, le métier de mon client, le mien, et comment ensemble on peut grandir conjointement. À plus forte raison qu'avec votre casquette même de DPO, vous avez divers interlocuteurs au sein d'une même entreprise qui m'ont variés, donc vous êtes obligé de comprendre leurs enjeux, leurs professions, mais aussi d'établir avec tous un lien relationnel qui soit bon sûr. En fait, pour conserver le client aussi. Sachant que dans l'ADN du DPO, c'est justement d'être aussi en interface entre différents services de l'entreprise, mais aussi peut-être d'autres avocats, puisque le DPO est vraiment en interaction, de sorte à être également le maître d'œuvre de la conformité. Et c'est vrai que quand j'ai la chance d'être DPO externalisé, moi, je tiens à avoir minimum, je dis bien grand minimum, un point tous les mois, justement, avec toutes les parties prenantes, pour s'engager dans cette voie de la conformité qui soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Le problème de l'avocat perçu classiquement dans une structure un peu civiliste, droit français, c'est que l'avocat est donneur de leçons et c'est blanc ou c'est noir. C'est vrai. Et à partir de là, ça y est, l'obligation de conseil est remplie. Merci, au revoir. Ce qui est un peu le deuxième travers que j'évoquais après l'approche productiviste. Donc là-dessus, ce n'est pas non plus très valorisant et sur le long terme, vous aurez du mal à gagner la confiance de tout le monde. Je pense que, et je l'ai vécu pas plus tard que cette semaine, ce qui fait aussi le succès d'un avocat, c'est d'avoir plusieurs points de contact dans une même entreprise. Tout à fait. Certes, il y a le dirigeant, c'est lui au final qui donnera le go ou le no-go sur votre convention de mission, donc il ne faut jamais l'oublier. Parfois, c'est le DAF aussi, attention. Mais en vrai, surtout dans mon domaine, moi, il est très important d'avoir cette même relation de confiance, aussi bien avec le directeur des systèmes d'information, que le Chief Data Officer, que éventuellement aussi le RSSI sur la sécurité informatique quand il y en a un, et évidemment les métiers, que ce soit du marketing, du RH, selon évidemment le domaine dont on parle. Mais c'est cette pluralité d'acteurs qui permet aussi d'avoir plusieurs points d'entrée chez son client, et il faut le dire ou non, d'avoir plusieurs sources de dossiers, puisque comme vous le savez, le client n'est que la principale source de revenus de l'avocat, et justement c'est très important aussi d'avoir plusieurs sources de revenus, même chez un seul et même client, c'est très important. Bien sûr. En parlant justement de relationnel, là, comme on le disait, vous avez évoqué aussi la communication non violente. Mais il y a un sujet aussi que j'aime bien aborder avec les personnes que je reçois sur ce podcast, c'est le management. C'est la façon justement dont on va former ses collaborateurs, dont on va échanger avec eux, etc.
comment est-ce que vous, justement, vous assurez aujourd'hui, que ce soit dans votre expérience précédente ou aujourd'hui chez Flichy, comment est-ce que vous voyez les choses en termes de management? Quelles sont vos convictions sur le sujet pour bien former des collaborateurs ou même bien échanger avec ses associés finalement? Alors, je pense que la clé pour un bon management, c'est l'écoute. Donc, on parlait d'empathie et de communication non violente, c'est vraiment un des prérequis. Mais ça ne fait pas tout, puisque si on n'a pas dit ce qu'on attendait, forcément, à un moment donné, il y aura un écart. Et cet écart va être source d'incompréhension, donc à un moment donné de crispation. Et évidemment, le worst case scénario pour un avocat associé, c'est d'attendre le job d'un collaborateur qui ne vient pas à 18h le vendredi, à 22h toujours pas. Évidemment, vous avez quand même une vie, donc vous n'allez rouvrir votre portable qu'à 23h30, toujours rien. Au final, vous allez avoir à 3h du matin les résultats des travaux attendus, et puis c'est complètement à côté de la plaque. On sent l'expérience, non? Tout votre week-end. Heureusement, relativement rarement, puisque précisément, j'ai très vite compris la leçon, et je me suis donné aussi pour objectif en tant que manager de très vite donner des objectifs SMART, dit-on, dans toute bonne méthodologie de management, c'est-à-dire effectivement qui soit, pour le faire court, raisonnable, réaliste et aussi adapté au niveau du collaborateur. C'est évident que vous n'allez pas demander à un collaborateur en première année la même chose qu'un collaborateur senior qui est censé avoir fait 20 ou 50 fois le même type de livrable. Et donc, une fois que vous avez dit clairement ce que vous souhaitez, moi, je suis aussi dans l'idée alors pas de réunions trop longues, mais plein de réunions, souvent, qui permettent d'avoir des micro-points de contrôle réajustés. Parfois, moi-même, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les pièces ou de voir tous les éléments d'un dossier pour justement s'assurer au fil de l'eau, raisonnablement en confiance et aussi en autonomie, que le collaborateur puisse rester sur la bonne route et qu'au final, le livrable final, précisément, réponde aux attentes clients, ce qui est bien évidemment la commande à laquelle on doit répondre. Bien sûr. Et c'est dans cette approche-là, itérative, alors moi j'aime beaucoup aussi les méthodes agiles en informatique, qu'on arrive justement à respecter à la fois les délais et avoir la qualité de service qui évidemment doit être celle auquel le client a le droit, puisque encore une fois, c'est lui qu'on sert et c'est lui qui vous fait vivre. Mais donc si on prend finalement l'ensemble de ce parcours, j'ai envie de dire ce process ou ce workflow, en lien avec la commande client, le temps dont on dispose et le budget, bien entendu, c'est ce qui permettra de rentrer dans cette logique qui, à la fois, permet de sécuriser tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas pire que d'être pour le collaborateur, sur un dossier ou une situation où rien n'est clair et au final, personne ne sait ce qu'il doit faire et tout le monde va aller dans le mur. Et précisément aussi d'avoir ces temps de débriefing, puisque la magie de notre métier, c'est aussi parfois que même en ayant pensé tout bien faire, c'était en réalité pas tout à fait ce que le client souhaitait, tout simplement parce que le client, entre-temps, a changé d'avis ou a eu d'autres éléments de fait qui font que, typiquement, il s'attendait à recevoir autre chose. Il avait juste oublié de nous le dire, c'est pas grave, mais voilà. Et que, en définitive, on doit aussi avoir la possibilité de garder le contact avec le client. Et c'est là aussi en amont, et je vais faire le lien avec ma réponse précédente, que si vous avez ces différents points d'entrée chez le client et qu'au moment où vous traitez le dossier et réalisez le livrable, vous avez vous-même des doutes, que ni les pièces du dossier ni vos notes de réunion ne suffisent à combler, il y a toujours possibilité aussi de garder le contact avec le client. C'est-à-dire là, on pensait qu'il fallait aller dans cette direction, on a vu telle pièce, ça contredit ce que vous nous aviez dit, et pouvoir aussi faire ces ajustements de la même manière que finalement avec le collaborateur lui-même. Et donc c'est parce qu'on aura cette relation de qualité avec le client, qu'on aura fixé ses objectifs et qu'il y a un suivi en permanence de l'associé dans finalement le rendu qui doit être fourni au client, qu'on va limiter finalement ces zones de risque, limiter les sorties de piste et obtenir un résultat qui précisément répondra aux attentes et permettra à tout le monde, encore une fois, d'apporter la plus-value souhaitée, de faire grandir tout le monde, le collaborateur ayant acquis l'expérience nécessaire pour être encore plus à l'aise sur le même type de mission ou de livrable. Donc je pense que ça marche aussi parce que l'associé est dans cette relation d'interface, d'accompagnement, mais aussi de responsabilité vis-à-vis du client. Bien sûr.
Mais je pense que c'est vraiment très important aussi pour les collaborateurs d'avoir quelqu'un qui les forme, qui se positionne un petit peu comme un mentor en fait et qui leur permette de grandir, surtout dans un milieu qui est très exigeant où parfois il y a un peu comme des conflits politiques en interne pour passer associé ou non et d'avoir confiance aussi dans ce que l'associé lui transmet. Donc Oui, évidemment. Mais quel que soit le niveau de management, vous dire ça y est, c'est bouché, c'est fermé. Vous êtes affecté à cette tâche. Je prends un exemple caricatural. Remplir des registres de traitement RGPD qui sont que le descriptif plus ou moins fidèle d'un système d'information chez des clients. Là, évidemment, vous n'allez pas le garder très longtemps. Bien sûr. Donc, il y a bien l'idée aussi qu'à un moment donné, le collaborateur puisse être en relais et en soutien, y compris d'ailleurs dans les interactions avec le client, dans la gestion du dossier. Donc, pour revenir à un exemple que j'ai déjà donné, c'est-à-dire l'associé qui peut décrocher son téléphone et rapidement solder quelques points d'incompréhension ou zone grise. Peut-être que l'idéal, alors ça dépend après du type de client bien sûr, ce soit que le collaborateur lui-même puisse avoir à peu près au même niveau peut-être de seniorité des points de contact chez le client lui-même. Et comme ça, tout le monde grandit et tout le monde avance de concert. Pour le coup, ça aussi, je l'ai vu à la City lorsque je m'y rendais, c'est de voir des collaborateurs très vite aussi autonomes et en interaction avec les clients à leur niveau de seniorité. C'est ce qui permettait aussi de les faire grandir. Alors, je ne dis pas sur tout, pas sur les aspects évidemment hautement stratégiques, mais à un moment donné, c'est ce qui permet d'instaurer cette confiance et cette qualité aussi des échanges à tous les niveaux. Je n'ai pas encore dit, mais un des travers de l'avocat, c'est de rester enfermé dans son bureau et donc dans les open space, ce qu'on appelle son cubicule, et d'une certaine manière aussi, pas en sortir, c'est terrible. C'est parce qu'il y a ces contacts, ces différentes réunions où chacun à son niveau peut intervenir, interagir, que ça crée tout simplement de l'émulation, puisque le métier d'avocat, c'est aussi un métier d'échange, de partage, et c'est ce qui fait évidemment le sel de ce métier. Tout à fait. Aujourd'hui, chez Flichy, on va parler un petit peu plus donc, de la partie Flichy que vous avez rejoint là, il y a 4 mois. Donc, vous m'avez dit que vous aviez 2 collaborateurs, c'est ça, qui travaillent avec vous sur le pôle que vous avez créé? Pas encore tout à fait, D'accord. puisque Tess m'a rejoint en même temps que je rejoignais le cabinet, Tess Henbon, et voilà, très dynamique, très justement proactive, c'est un vrai bonheur. Bien managée, du coup. Et j'espère, c'est elle qui vous le dira, peut-être que vous l'inviterez. En tous les cas, voilà, j'attends Sosten effectivement en septembre pour faire grandir l'équipe qui a un profil un peu plus senior, et typiquement l'idée c'est d'avoir une équipe qui puisse répondre à l'intégralité des missions, autant en conseil qu'en contentieux, sur bien sûr les questions RH, mais aussi en lien avec certains deals, puisqu'on fait un peu de M&A. Tout ça pour dire que l'idée, c'est d'être sur un pôle qui, en lien aussi avec d'autres associés, je pense à Blandine Alix, Natacha Lessellier, permettent d'aller également sur des enjeux éthiques, ce qui, on en parlera, j'imagine, avec l'IA, permettront d'être full service d'une certaine manière. Tout à fait. Et du coup, par rapport à la création donc, de ce pôle, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez envie de créer qui n'est peut-être pas déjà présent au cabinet? Enfin, voilà, quels sont vos enjeux en fait pour la création de ce pôle, dans ce que vous pouvez nous dire? L'enjeu, il est déjà de répondre à un constat, c'est-à-dire qu'une DRH en numérique, elle ne vit pas et l'entreprise elle-même ne peut plus recruter. Donc c'est vraiment de se dire, sur toutes ces questions finalement RH, et j'inclus d'ailleurs y compris les élections professionnelles, maintenant tout est dématérialisé. Peut-être entendu dire aussi les petits restaurants vont être intégralement dématérialisés. Et donc tout ça fait qu'à un moment donné, les enjeux RGPD, mais aussi de cybersécurité, mais encore d'éthique, puisqu'on sait bien que le règlement sur l'IA intègre cette dimension-là, doivent être couverts directement auprès, je le crois, du DRH qui doit aussi faire sa transformation et comprendre qu'il doit être acteur sur ces questions-là. Plus qu'ils se disent, c'est pas grave, c'est le problème du DSI, voire du responsable de sécurité des systèmes d'information. Et moi, de temps en temps, je viens à quelques ateliers, et puis si vraiment il y a un truc qui me gêne, peut-être que je me poserai des questions. Ça, c'est fini, c'est plus tenable, y compris vis-à-vis des clients de Flichy Granger, qui sont principalement des DRH. Donc c'est là-dessus, typiquement, qu'en ayant un pôle intégré à ce cabinet, moi-même, je sois en capacité de faire grandir
nos clients, de leur faire comprendre aussi les enjeux, la sensibilité de toutes les questions qu'on évoque, puisqu'en réalité, on va y venir, si on brûle les étapes, eh bien c'est tout un projet, y compris, j'ai envie de dire, au-delà même des simples enjeux de gestion RH, qui peut être bloqué. Typiquement, j'ai un client qui m'appelle au moment où j'arrive chez Roger, qui me dit moi, je vais me lancer sur un projet donc d'intégration de différents outils IA. Oh, c'est que du test and learn, tout va bien, pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Et là, c'était incroyable, mais au moment même où j'arrivais, il y a plusieurs décisions de conseil de prud'homme qui disaient mais attendez, dès que vous intégrez un nouvel outil, ça transforme un peu le poste de travail, y compris des collaborateurs testeurs, et vous devez d'ores et déjà faire une information, faire une consultation de vos organes représentatifs du personnel, le CSE en l'occurrence. Et ça veut dire quand même que dans la donnée, y compris dans la gestion des relations avec votre CSE, le DRH lui-même, y compris sur des projets, en l'occurrence c'était plutôt à des fins marketing, doit être aussi un acteur. Attendez, hop, dans les relations sociales, collectives, nous devons aussi être partie prenante. Et ça veut dire qu'à un moment donné, oui, il faut cet accompagnement pour donner le bon niveau d'information au CSE et faire que dans les relations, justement, il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est un petit peu aussi comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur le micromanagement, mais avec une vision un peu plus large, que si on ne donne pas les infos, les gens sont dans le noir, se font des idées et ça peut tout bloquer. La preuve en est que dans les jurisprudences que j'évoquais, les projets IA ont été purement et simplement arrêtés. Donc c'est ça aussi qui fait que dans les process, il faut intégrer le droit du numérique, mais il faut en faire un levier. Il ne faut pas en faire une contrainte de plus. Et c'est là, je pense qu'en effet, ce pôle droit du numérique, RGPD-IA, va pouvoir apporter justement et donner les clés et les bons leviers au DRH pour intégrer cette dimension du numérique dans leur pratique. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Enfin, c'est chouette, je trouve, d'avoir un projet comme ça de développement au sein d'un cabinet, de prendre un peu le lead là-dessus. Enfin, ça ouvre plein de perspectives différentes même. En termes de cross-sell ou toutes les choses qu'on peut voir au sein d'un cabinet. Évidemment. Et on va parler d'un sujet que je suppose vous adorez forcément, c'est l'intelligence artificielle. Bon, c'est une question qui va être assez générale, mais quels sont pour vous les grands enjeux, on va dire, d'intégration d'un outil IA dans un cabinet ? Qu'est-ce qu'on doit se poser comme question pour vos confrères, peut-être qui pensent à l'intégrer dans leur cabinet ou alors qui sont en phase de testing ? Qu'est-ce qui pour vous est important en fait d'avoir comme prérequis en tête et de se poser comme question pour la confidentialité des données, enfin tous ces sujets-là? Alors, déjà, l'erreur à ne pas faire, c'est uniquement vouloir un outil IA pour faire de la communication sur cet outil IA. Puisque vous allez dépenser peut-être beaucoup d'argent pour, en définitive, un outil qui risque de rester au placard. Et en même temps, on le sait, il y a le Shadow AI et des collaborateurs qui eux-mêmes déjà utilisent différents outils et qui peut-être seraient amenés à continuer d'autant plus de le faire qu'il n'y ait pas de politique, on va dire, au niveau du cabinet. Donc une fois qu'on a dit ça, je pense en effet qu'il y a une vraie réflexion à mener en fonction des différentes pratiques et activités du cabinet pour identifier des cas d'usage. Et sur la base de ces use cases, vous allez pouvoir vous donner une stratégie IA et voir au bon niveau, en réalité, de quoi on a besoin. Il y a des cabinets qui ont vraiment développé depuis des années des modèles d'actes, qui ont fait un vrai effort de knowledge management. Et souvent, ils ont du mal à retrouver leur bon template parce que les outils actuels du marché font que ce n'est pas si simple et qu'ils ont tellement d'ancienneté et de modèles qu'à un moment donné, trop d'infos, tout l'info. Et c'est là que typiquement, juste sur ce cas d'usage, c'est de se dire on va avoir un outil qui permet de trouver le bon template sur la base d'un prompt qui décrira bien une situation, ça peut faire gagner énormément de temps. On parlait de la compétitivité et de gagner en productivité à tous les niveaux, aussi bien auprès d'un paralegal qu'un associé ou d'un collaborateur. Et ça, c'est vrai que vous pouvez d'ores et déjà, sur la base d'un simple cas d'usage, faire ensuite votre appel d'offres, idéalement vous faire accompagner, puisque c'est vrai que les outils sont nombreux. Je ne sais pas si vous avez vu le guide sorti par Village de la Justice Légitime. Il y a 38 outils référencés actuellement. Je sais qu'il y en a encore plein d'autres. Donc c'est pour vous dire que on est maintenant sur un marché qui présente une offre intéressante et que justement vous allez rentrer dans une logique de test and learn. Il faut impliquer tout le monde, vos assistantes, vos jeunes collaborateurs, jusqu'au peut-être aussi vos seniors si vous en avez, pour
voir aussi, en fonction de ces outils, pas signer tout de suite, qu'est-ce qui vous va le mieux et qu'est-ce qu'en réalité n'apporte pas grand-chose. Pour le moment, je mets de côté tout ce qui est recherche dans les fonds documentaires classiques. Mais si on en reste sur ce cas d'usage pour améliorer la productivité du cabinet et valoriser finalement ses bases de connaissances, c'est à mon avis peut-être le point d'entrée facile qui, encore une fois, en mode collaboratif, va permettre au cabinet de grandir et d'avoir vraiment un outil qui apportera quelque chose, y compris vis-à-vis peut-être des clients qui pourraient indispensable bénéficier. Pour vous aujourd'hui ? Alors, de ce point de vue-là, oui, puisque si vous ne le faites pas, à un moment donné, d'autres vont le faire. Et en termes d'avantages compétitifs, on parlait de la qualité de la relation client, mais à un moment donné, le client, il regarde aussi dans votre proposition le chiffre que vous annoncez, évidemment, que vous allez lui facturer. Le nerf de la guerre. Et on sait bien aussi que les modèles sur la simple base du temps passé, alors je mets de côté les dossiers où par définition, comme au contentieux, on ne sait pas toujours jusqu'où on va aller en termes d'incidents, de procédures et autres recours, donc ça c'est très particulier, mais sur effectivement la rédaction simplement d'un contrat de travail, à un moment donné, oui, c'est normal d'annoncer un chiffre et en tant qu'avocat, s'y tenir, surtout quand on a des clients type PME. Mais d'une certaine manière, entre l'avocat qui saura le faire pour un tel montant et l'autre qui n'ira pas grand-chose et qui facturera le triple du montant, ça passe une fois, ça passera pas deux. Sachez d'ores et déjà qu'au Québec, vous avez un avocat qui, en taxation d'honoraires, a vu ses honoraires réduits parce que, précisément, il n'avait pas utilisé l'IA alors qu'il aurait dû le faire et que vous avez dans le code déontologie du Québec cette disposition qui dit qu'en effet, un avocat doit utiliser les outils au meilleur de l'état de l'art pour fournir ses prestations, ce qu'on appelle aussi l'obligation de diligence en droit français. Donc on voit que, finalement, même si c'est plus précis dans le Code du Québec, on pourrait peut-être un jour avoir aussi des décisions un peu équivalentes en France. Donc c'est là-dessus, en effet, que pour la pérennité des cabinets, mais aussi un bon rapport qualité-prix, finalement, de la mission de l'avocat, il est peut-être nécessaire aussi de rentrer dans tout simplement ce type de projet pour sécuriser l'activité du cabinet et surtout replacer la valeur ajoutée de l'avocat là où elle doit être. Ouais, bien évidemment. Donc c'est dans la vraie compréhension du besoin client, dans le vrai accompagnement et peut-être aussi dans la formation pour que les DRH utilisent bien le bon modèle en fonction du bon profil aussi de collaborateurs et des enjeux du poste en question. Bien sûr. Donc finalement, j'ai presque envie de dire la réalisation du contrat de travail, sa formalisation en tant que telle, à la limite, oui, une clause de mobilité reste une clause de mobilité. Après, ce qui est intéressant, c'est quels paramètres pour bien répondre aux enjeux du besoin et à l'évolution aussi du poste envisagé pour ce collaborateur. Et il faut être transparent dans son utilisation auprès des clients, vous pensez ? C'est une excellente question. Pour le moment, je ne suis pas censé y répondre. D'accord. Parce que et c'est vrai qu'il y a des travaux au niveau des différentes instances, que ce soit au niveau du barreau de Paris, que ce soit au niveau de, évidemment, Conseil national des barreaux et du comité consultatif des barreaux européens, auquel vous avez rappelé que j'avais la chance de siéger, le CCBE. Mais il y a quand même des dispositions dans le règlement sur l'intelligence artificielle qui vont entrer en application à partir du 2 août. Donc c'est une vraie réponse de politicien que je vous fais pour vous dire que le sujet est évidemment sensible. Pour autant, il y aura des obligations de transparence en termes d'utilisation d'usage de cette IA générative et qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on utilise classiquement un formulaire LexisNexis ou d'un autre éditeur, on n'a pas nécessité forcément de le dire au client. J'ai envie de dire, toute chose égale par ailleurs, mais justement, même j'ai envie de dire, quand j'ai démarré ma carrière, ça existait déjà les formulaires, et peut-être bien avant en format papier, ça a toujours existé en vrai. Et oui, évidemment, ça m'est arrivé moi-même de m'inspirer de ce type de formulaire sans forcément en informer le client, mais à un moment donné, c'est aussi pour peut-être enrichir sa pratique professionnelle qu'il est bon aussi d'aller voir ce type de formulaire. Donc là, pour le moment, c'est ce qui fait qu'il ne faut surtout pas détruire la valeur de l'avocat, puisque même avec les meilleurs outils IA, au jour où on se parle en tous les cas, on peut tout à fait avoir des résultats évidemment décevants. Et en toute hypothèse, on utilise au mieux l'IA qu'en sachant déjà ce qu'on
cherche. Et pour savoir ce qu'on cherche, il faut quand même un minimum, encore une fois, d'analyse d'une situation, de qualification juridique, et donc de mise en musique de tout ça au travers de prompts. Ce qui fait que pour le moment, je pense que c'est un petit peu tôt, sans doute, de vraiment se positionner. Il y aura peut-être nécessité, du moins sur les agents conversationnels et pour l'IA générative, généralement, mise à disposition du client, sans doute d'être transparent. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi attendre une certaine maturité et des use cases qui sont encore très fluctuants, outre des outils eux-mêmes, pour aller vers cette obligation de transparence. Alors oui, elle existe en Floride, en Californie, ça dépend des instructions du client. Mais voilà, même si on fait un petit benchmark international, c'est pas si simple. Et je pense qu'il est urgent d'attendre. Ok, très clair. Et par rapport justement à vos autres casquettes, donc vos mandats d'experts, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du CCBE et du club DPO? Qu'est-ce que vous y faites? Quelles sont vos missions? Alors ça n'a rien à voir dans les deux cas, mais sur le CCBE, donc on est vraiment sur cette approche collaborative entre barreaux, puisque c'est l'instance officielle de lobbying auprès des institutions européennes, et donc ce qui est passionnant. Moi, je suis à la commission innovation futur du droit, et de réfléchir sur justement qu'est-ce qu'il en est en termes de formation, qu'est-ce qu'il en est en termes d'évolution des usages, y compris de l'IA, pour aller justement formuler des guides, des recommandations qui sont généralement incitatifs. Donc évidemment, on ne va pas se prononcer de manière unique et j'allais dire impérative vis-à-vis des différents barreaux, mais pour partager ces réflexions, partager aussi des connaissances. Ce qui est passionnant, c'est de voir que les guides d'usage sur l'IA, il y en a déjà une quinzaine de référencés, ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, et que sur cette base-là, ça peut être aussi des points de réflexion, de partage aussi d'opinions entre différents barreaux qui font progresser tout le monde. Et d'ailleurs, il y a régulièrement des événements qui sont ouverts à tous les avocats, je tiens à le signaler, et il y en a un notamment quand il est au Parlement européen à la rentrée, et ça vaut le coup de se dire oui, moi aussi je peux y aller, moi aussi je peux voir ce qui se passe à différents niveaux pour enrichir aussi ma pratique. Oui, c'est chouette. Et puis il y a différents outils qui ne sont pas forcément les mêmes non plus d'un pays à l'autre. Donc moi, ça m'apporte beaucoup, tout en étant, bien sûr, vous l'avez compris, le porte-voix des institutions que je représente, en l'occurrence du barreau de Paris. Le club DPO, c'est différent. C'est de se dire que il y a différentes composantes dans le métier d'avocat et qu'on le veuille ou non, celui de DPO est encore considéré comme une nouvelle activité. Ah oui. Et oui, ça fait quand même que depuis le RGPD que ça existe, donc date d'application 2018, et que sur cette base-là, il y a des enjeux propres parce qu'on est un pied dans l'entreprise, on doit rester quand même conseil. En même temps, le règlement intérieur, je m'emballe, de barreau, le RIN, vous interdit de conseiller le même client en cas de contentieux. C'est normal parce que vous étiez un peu le point de contact de la CNIL et puis vous êtes trop impliqué en amont de la conformité. Et donc, c'est ces enjeux déontaux, mais aussi de pratiques professionnelles, et évidemment tout ça en interaction avec notre régulateur qui est la CNIL, que nous avons décidé, entre plusieurs praticiens, des avocats, mais aussi des non-avocats, nous sommes néanmoins inscrits dans les associations du barreau de Paris pour porter la voix, justement, des DPO, leurs difficultés, mais aussi sur la gestion de certaines questions pratico-pratiques. Ce matin, on a parlé, par exemple, des difficultés en termes de droit d'action et pour faire le droit d'accès, pour faire le lien avec les actions justement des salariés et des contentieux RH, et c'est là aussi une question très, très sensible. Tout ça pour dire que ça permet d'être dans cette logique aussi de lobbying, brainstorming et puis de valorisation du poste de DPO. Nous organisons tous les ans le prix Golden Place for DPO qui permet sur le vote des différents membres, mais aussi du public, de reconnaître le rôle de DPO et ce qu'il apporte très concrètement en entreprise, aussi en termes de valeur ajoutée dans la sécurité, la confidentialité des données et bien sûr leur valorisation responsable. C'est très intéressant, tout ça je ne savais pas, donc j'en apprends à chaque fois que j'enregistre des épisodes. Vous y avez partiellement répondu, mais quels sont vos projets pour la suite? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'entreprendre, à l'instar de ce que vous venez de nous dire, des projets un petit peu annexes, même à votre association chez Flichy, des choses que vous aimeriez faire?
Je crois que j'ai eu la chance, on l'a rappelé aussi, d'être membre du Conseil de l'Ordre. Et voilà, j'aime servir les avocats à différents niveaux aussi, puisque, je n'ai peut-être pas dit, mais au cabinet Fléchi, je suis à la commission numérique. Voilà, on a nos propres sujets d'IA, de transformation, de changement d'outils, de gestion de cabinet, donc plein de choses qui se passent en même temps. Moi-même, j'avais participé aussi à des projets ISO, donc comment normaliser un petit peu les procédures internes finalement au sein des cabinets, ce qui revient aussi à pacifier certaines relations et à les apaiser. J'aime beaucoup ce terme, apaiser les relations, pour justement rester dans cette démarche itérative et de progrès commun. Et oui, ce ne serait pas anormal que voilà, je l'envisage aussi au niveau national de pouvoir aider la profession. Il y a tant de choses à faire, aussi sur les outils IA, aussi en termes de formation, de sensibilisation. Donc pourquoi pas, oui, envisager d'autres développements, et en particulier au Conseil national des barreaux, on y réfléchit. Ok, mais ce serait un plaisir de vous recevoir à nouveau si ça se concrétise, en tout cas pour savoir ce que vous pourriez apporter de positif au barreau. Mais en tout cas, Eric, je vous remercie sincèrement. Merci Maya, d'être venu sur ce podcast. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous et d'avoir tous vos retours sur cette spécialité qui le vent en poupe aussi par la force des choses. Donc merci beaucoup, merci pour votre partage. Et puis à bientôt peut-être. À bientôt.